C'est parfait. Bonjour, et donc bonjour, rebonjour à cette nouvelle formation IR-Legal organisée par le cabinet Lexing en collaboration avec notre partenaire, l'éditeur juridique Groupe Larcier. Plusieurs fois par an, le cabinet Lexing et Groupe Larcier organisent ces petits déjeuners du droit qui sont des formations matinales que nous organisons aujourd'hui en ligne en raison de la crise sanitaire que vous connaissez. Le sujet du jour porte sur la distribution commerciale au XXIe siècle, comment se réorganiser. J'ai le plaisir de vous la présenter en collaboration avec Maître Limbré et Maître Hogne. Alors, la présentation est enregistrée, comme nous vous l'avons signalé juste avant de commencer l'enregistrement, mais je le répète une nouvelle fois, si vous ne voulez pas que votre vidéo, votre image apparaisse brièvement dans le damier à l'un ou l'autre moment où nous devrions faire une manipulation avec le logiciel Teams, n'hésitez pas à couper votre caméra. Pour le reste, la présentation PowerPoint vous sera envoyée par courriel et l'enregistrement lui-même sera disponible en ligne dans quelques semaines. Nous avons l'habitude de travailler, dans le cadre de ces formations, avec un fil rouge, un exemple fil rouge qui nous mène pendant toute la durée de la formation, et avec 4 questions qui structurent notre présentation, que nous voulons didactique. Nous avons prévu un gros 3/4 d'heure pour vous présenter les 4 questions juridiques qui nous semblent les plus pertinentes, et puis nous avons prévu un quart d'heure ou plus pour des questions-réponses, car ce qui nous intéresse, c'est principalement vos retours, vos interrogations, qui nous aident aussi, nous, à réfléchir avec vous. Donc, notre fil conducteur de ce jour est le suivant. Nous avons affaire à une société, la société Isolu, dont vous voyez le magnifique logo à l'écran, qui est un producteur de laine isolante révolutionnaire. Isolu a réussi à mettre en place un système d'isolation qui a un taux de coefficient d'isolation thermique plus élevé que n'importe quel autre, et en plus elle est plus légère, elle est moins chère, elle a toutes les qualités. Et comme les autorités européennes font à travers toute l'Europe des plans de relance destinés à verdir l'économie, il y a des subventions à l'isolation, donc c'est un terrain très propice à la croissance d'Isolu, qui veut lancer un réseau de distribution à travers toute l'Union européenne. Le réseau de distribution imaginé par Isolu prend la forme suivante. Il y a d'abord un réseau relativement classique, très hiérarchisé, très pyramidal, où Isolu produit la laine de verre, puis l'achemine vers un grossiste national, le grossiste national pour la France, pour l'Allemagne, pour la Belgique, lequel a pour mission de développer lui-même son propre réseau de distribution, par exemple un réseau de distribution d'agents commerciaux, qui après doivent aller démarcher des entrepreneurs en gros œuvre, le toiteur-couvreur, etc., qui doivent démarcher ces entrepreneurs afin que ceux-ci soient convaincus des vertus de la laine de verre Isolu et que celle-ci connaisse un succès fulgurant sur le marché de la construction. Et puis, en parallèle, puisque nous sommes au XXIe siècle, Isolu se dit qu'elle va lancer une plateforme de vente directe au consommateur. Si jamais des particuliers veulent faire des travaux chez eux, eux-mêmes, ils peuvent se connecter à la plateforme et acheter directement leur laine de verre qui leur est ensuite livrée par un intermédiaire quelconque, que ce soit FedEx, Bipost ou éventuellement, même au besoin, le réseau de distribution du grossiste. Ça reste à voir. L'avantage de la chose est que, afin de favoriser la création de ce réseau de distribution national, avec toute la logistique qui va avec, Isolu favorise son réseau de distribution physique en leur lui offrant des prix plus avantageux afin que les entrepreneurs puissent se fournir à un prix plus avantageux via le réseau qui fait la promotion de la laine de verre par rapport à la plateforme de vente directe qui ne bénéficie pas d'un réseau de distribution très intégré, mais où peuvent directement intervenir les consommateurs. Nos 4 questions de ce jour sont les suivantes. Nous allons d'abord parler de propriété intellectuelle et de fichiers clients avec les données à caractère personnel. Comment gérer et partager votre propriété intellectuelle avec votre distributeur et quel est le sort du fichier client et des données à caractère personnel récoltées par le distributeur. Ensuite,
Nous allons parler de cette nouvelle loi relative aux clauses abusives B2B, donc entre professionnels. Qu'en est-il? Quelles sont les clauses auxquelles il faut faire attention dans un contrat de distribution? Et puis, enfin, nous nous interrogerons, nous ferons un rappel sur les règles applicables en matière de distribution en ligne ou via une plateforme, comment bien distribuer en ligne ou via une plateforme, responsabilité, information des consommateurs, etc. Et ces précisions faites, sans plus tarder, nous entamons la première question et je passe la parole à Maître Hong avec la première question: comment gérer partager votre propriété intellectuelle avec votre distributeur? Merci Normand, bonjour à tous. Alors, avant d'aborder la question, je vais voir si j'arrive à gérer partager mes slides. Je pense qu'on est bon niveau technique. Et donc, notre première question, ce sera donc savoir comment gérer partager la propriété intellectuelle avec votre distributeur. Alors, commençons par le commencement. La propriété intellectuelle vise à protéger les créations et garantit à leur auteur la maîtrise de leur utilisation. L'auteur va pouvoir interdire aux tiers de les utiliser ou alors autoriser certaines personnes à les utiliser à certaines conditions. Alors j'imagine que si je vous parle de propriété intellectuelle et de création dans le cadre de la vente de laine isolante par Isoliu, vous n'y verrez pas vraiment des créations. Et pourtant, toutes les entreprises et notre fournisseur Isoliu, ici dans le cadre de sa distribution commerciale, jonglent, peut-être sans le savoir, avec de nombreuses créations. Il existe toute une palette de droits intellectuels qui présentent chacun des spécificités et protègent une catégorie donnée de création. Vous voyez ici que nous avons les droits d'auteur qui vont protéger les œuvres littéraires et artistiques, mais aussi les logiciels. Nous avons le droit des marques qui protège les signes. Nous avons le droit des dessins et des modèles qui protéger le design d'un produit. Le droit des brevets va protéger les inventions. Le nom commercial protège l'enseigne. Et le droit des noms de domaine protège les adresses Internet, les adresses e-mail, etc. Alors, dans le cadre de la distribution commerciale, le fournisseur va bien souvent être amené à partager avec son distributeur, ne serait-ce que l'utilisation de sa marque et de son nom commercial, probablement aussi de son nom de domaine, peut-être son brevet, et peut-être encore d'autres. Alors, cette autorisation d'exploitation des créations est évidemment, dans une certaine mesure, nécessaire à la distribution commerciale. Elle peut tout aussi bien s'avérer bénéfique ou dangereuse pour la réputation et la qualité du service du fournisseur. Le service du fournisseur peut en effet s'étendre, grandir, être plus performant grâce à ce partage, mais le partage de l'utilisation de ces créations emporte aussi pour le fournisseur un risque d'aboutir à un partage de la propriété intellectuelle en tant que telle et finalement voir son entreprise, sa marque ou sa réputation lui échapper progressivement. Alors si on reprend notre fil conducteur, donc notre société Isoliu, notre fournisseur veut proposer à ses différents distributeurs et agents, donc les grossistes nationaux et aussi les étages en dessous, proposer une adresse mail, une page Facebook, un site internet qui soit en lien avec son réseau à lui. Donc on va par exemple avoir une adresse mail qui serait rue-des-Guillemins@isoliu.be parce qu'on va avoir un point de vente qui se trouve à la rue des Guillemins à Liège. Cette adresse mail est liée au réseau, mais aussi au point de vente. Il faut voir un petit peu ce que tout ça va devenir à la fin de la relation de distribution commerciale. Est-ce que si le distributeur commercial de la rue des Guillemins ferme boutique, il peut continuer à utiliser cette adresse mail, cette page Facebook ou ce site internet? Est-ce qu'il doit le rendre au propriétaire, à notre fournisseur Isoliu? Le mieux pour le fournisseur est évidemment que tout ça lui revienne. Mais si ce n'est pas prévu, on peut se retrouver dans des situations de litige par rapport à la propriété de ces pages, de ces noms de domaine. Donc tout ça, il faut le prévoir avec le distributeur, il faut le prévoir avant. Parce qu'après, c'est toujours plus compliqué et le mal peut être fait entre-temps. Même si on a un litige pour distribuer finalement la propriété de ce nom de domaine, la réputation du fournisseur peut être entachée entre-temps. Alors,
Isolio voudrait aussi est ouvert finalement aux propositions de ces grossistes et est disposé à recevoir des propositions d'amélioration. Il va falloir aménager tout ça puisque d'une part, s'il veut favoriser et qu'il veut encourager cette amélioration, il va probablement falloir un petit incitant financier sous forme de rétribution ou d'action, quelque chose qui va qui va inviter finalement ces distributeurs à participer à cette amélioration. Mais d'un autre côté, il faut, lui, qu'il garde la main sur ces améliorations pour ne pas finalement devoir partager la propriété intellectuelle. Donc, il faut quelque part racheter les améliorations et les droits de propriété intellectuelle sur ces améliorations. On pourrait aussi avoir l'exemple d'un recours qui serait intenté contre un des distributeurs, un des grossistes nationaux, parce qu'il y aurait une marque similaire à Isolio en Italie. Par exemple, pour une agence de voyage qui ferait des voyages sur des îles un petit peu isolées, eh bien, il faut prévoir qui est responsable dans ce cas-là. Est-ce que c'est le distributeur? Est-ce que c'est notre société Isolio? Donc, le fournisseur a évidemment tout intérêt à définir les contours de l'autorisation d'utilisation de ces créations, tant pendant l'exécution du contrat de distribution qu'à la fin de celui-ci. Alors, ceci va nous amener à la deuxième question. Quel est le sort du fichier client et des données à caractère personnel récoltées par le distributeur? Alors, la plupart des entreprises détiennent un fichier client qui est constitué, rempli au fil de leurs activités. Le fichier client, il s'agit d'une liste qui contient une multitude d'informations et de données relatives aux clients, telles que leur identité, mais aussi leurs coordonnées, soit de contact, soit bancaires, puisqu'ils vont effectuer des paiements la plupart du temps pour les factures ou simplement en caisse, on paye par carte. Donc, ces informations sont évidemment retenues, mais aussi l'historique commercial du client. Donc, ça peut être les informations qui sont demandées aux distributeurs, les devis qui sont fournis, les contrats qui sont passés, les ventes, les paiements, la manière dont le client paye ses factures et aussi les éventuels litiges. Alors, dans le cadre d'un fichier client, le client est considéré largement. Il peut être un client au sens propre du distributeur, donc c'est le client qui vient pousser la porte du point de vente et qui vient s'adresser à ce distributeur et acheter chez lui, mais pas seulement, ça peut aussi être un prospect, donc un futur client, un client potentiel, mais aussi un client du réseau qui aurait passé commande auprès du fournisseur et qui a choisi le point de vente du distributeur comme le lieu d'enlèvement de sa commande. Ça veut dire que ce n'est pas nécessairement un client du distributeur, c'est un client du réseau, mais qui vient chez le distributeur. On peut aussi avoir un client historique du réseau qui connaît bien Isolio, et une fois qu'un point de vente a été ouvert dans sa zone géographique, va choisir ce point de vente comme point de vente favori. Il reste tout de même un client du réseau. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a une distinction entre la clientèle en tant que telle et la notion de fichier client. Puisque la clientèle est vraiment rattachée à Isolio, elle va être rattachée à un fonds de commerce, elle a une existence comptable, elle est valorisable en termes de chiffre d'affaires potentiel. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui appartient à Isolio, au réseau. Il faut donc distinguer cette clientèle à celle éventuelle des distributeurs. Mais le fichier client, lui, ne fait pas partie des éléments du fonds de commerce. Il va simplement regrouper les éléments qui permettent d'identifier les membres de la clientèle, oui, mais aussi toutes les personnes qui ont entretenu une interaction de quelque sorte que ce soit avec le producteur du fichier, donc de notre distributeur. Alors, dans un réseau de distribution, il existe plusieurs fichiers clients qui peuvent appartenir soit au distributeur, soit au fournisseur, soit être partagés entre le distributeur et le fournisseur, sans que cela ne remette en cause la question de la propriété de la clientèle. On va avoir par exemple un fichier client
qui est relié aux clients et aux prospects des points de vente du réseau qui sont constitués par les distributeurs. Donc, celui de la rue des Guillemins va avoir son fichier client à lui. Il va aussi avoir les fichiers clients qui sont constitués à partir des outils digitaux qui sont mis en place par le fournisseur. Donc, l'exemple du site internet dont je vous parlais, aussi des applications mobiles qui pourraient être utilisées pour commander ou suivre le suivi de suivre forcément le statut de sa commande. Et puis, on peut aussi avoir un fichier client qui est constitué à partir des opérations qui sont mises en œuvre par le fournisseur, comme les programmes de fidélité. Et on va avoir bien souvent un fichier client qui est centralisé chez le fournisseur et qui va reprendre les différents fichiers clients dont je viens de vous parler. Alors, on y arrive. Le fichier client, et vous me sentez arriver, eh bien, implique la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structure, la conservation, la consultation et l'utilisation d'informations. Donc, c'est un traitement d'informations, donc de données, qui se rapportent à des clients ou prospects, qui sont des personnes physiques identifiées ou identifiables. Et donc, on se retrouve dans une situation de traitement de données à caractère personnel. Et celui qui constitue le fichier, qui l'utilise, est responsable de ce traitement et doit donc respecter les obligations de fond qui sont imposées par le fameux RGPD. Alors, je ne vais pas je vais passer brièvement parce que vous avez probablement déjà entendu parler à maintes reprises de ce fameux RGPD. Et si vous aviez des questions plus précises là-dessus, nous sommes à votre disposition évidemment. Mais quelles sont les principales obligations qui incombent au responsable du traitement, donc au distributeur lorsqu'il va créer son fichier client? Eh bien, il doit informer le client, le prospect, de deux choses. Premièrement, du fait qu'il y a un traitement de ces données, c'est-à-dire quelles données sont traitées, pour et par qui. Mais il faut aussi informer le client de ses droits. Il a un droit d'accès à ces données et éventuellement de rectification. Il faut aussi, après avoir informé le client, il faut avoir une base légale, un fondement à ce traitement. Bien souvent, on part du consentement de la personne concernée, c'est le must, c'est ce qui est quand même le plus, c'est ce qui protège le plus et qui évite le plus de contestations. Mais on pourrait aussi invoquer un intérêt légitime dans le chef du distributeur, puisque ça pourrait être, il faut traiter ces données pour les biens, pour la cause de la relation commerciale. Alors, le RGPD prévoit que pour apprécier s'il existe bien un intérêt légitime dans le chef du responsable, il faut avoir égard aux attentes raisonnables de la personne concernée et qu'il faut regarder par rapport à la relation qui existe entre le responsable du traitement et cette personne concernée. Et il apparaît que le RGPD considère qu'un tel intérêt légitime pourrait exister lorsque la personne concernée est un client du responsable du traitement, puisque cette relation est considérée comme une relation pertinente et appropriée. Donc, le distributeur peut collecter et traiter les informations qui sont nécessaires à son fichier client sur base de son intérêt légitime finalement à les collecter pour le bien de la relation commerciale qu'il a avec la personne concernée. Attention, il doit encore se limiter à ne collecter et traiter que les informations qui sont nécessaires à cette relation commerciale. Il ne faut pas dépasser la finalité qui est poursuivie et annoncée par ailleurs aux clients et aux prospects. Il doit aussi prendre des mesures pour assurer l'intégrité et la confidentialité des données et il doit limiter la durée de la conservation des données. Alors, on reprend notre petit fil conducteur, donc notre vendeur Isolue, dans l'idée qu'il a de son réseau de distribution, il souhaite lancer un système de promotion des produits et de ses services auprès des clients de l'ensemble de son réseau. Et il veut aussi uniformiser un système de fidélité. C'est très bien, tout ça, ça implique qu'il récolte quelque part les fichiers clients de ces différents distributeurs. Peut-il le faire ?
Oui et non, parce que le partage des fichiers clients, implique un nouveau traitement des données. Et donc, le fait de communiquer, de partager un fichier client du distributeur vers le fournisseur implique que le fournisseur devienne à son tour responsable du traitement des données. Dans ce cas, les personnes concernées, on reprend les obligations du slide que je viens de vous exposer, doivent être informées de cette communication, de ce partage avec le fournisseur, et il faut qu'il y ait soit le consentement des clients à ce partage, soit que l'on puisse se baser sur l'intérêt légitime du fournisseur. Alors, est-ce que l'intérêt légitime du fournisseur peut être invoqué en l'espèce? C'est vrai qu'en pratique, le fournisseur a un intérêt commercial à avoir accès aux fichiers clients de ses distributeurs. Mais s'agit-il pour autant d'un intérêt légitime au sens du RGPD qui justifie les données du fournisseur? Ça se complique un petit peu. Si l'on reprend le critère des attentes légitimes de la personne concernée, il n'est pas du tout évident que le client prospect qui s'adresse à un distributeur ait véritablement conscience du fait qu'il s'adresse à un distributeur, j'entends au sens de la distribution commerciale, et c'est-à-dire qu'il s'adresse en fait à un membre d'un réseau de distribution et qu'il a conscience de toutes les conséquences et des constructions juridiques contractuelles que ça implique. Donc on ne peut pas vraiment considérer que le client ou le prospect d'un distributeur puisse raisonnablement s'attendre à ce que les informations qu'il communique au distributeur, au point de vente choisi, soient finalement vouées à être partagées et traitées par le fournisseur dont il n'a peut-être même pas conscience de l'existence. Il faut alors soit informer davantage le client, le prospect du distributeur afin d'ajuster ses attentes raisonnables et alors finalement faire valoir cet intérêt légitime du fournisseur à obtenir ces données, puisque le client prospect du distributeur ayant bien conscience de toute la construction du réseau de distribution commerciale et donc de ce transfert, il devrait être, ces attentes raisonnables justifieraient que l'on puisse procéder au traitement, au partage de ces données. Mais c'est assez compliqué pour un fournisseur d'imposer à son distributeur ou de vérifier que son distributeur a bien suffisamment informé tous ses clients et prospects dont les informations se retrouvent dans le fichier client. Et donc, le mieux, c'est d'obtenir un consentement, le consentement de la personne concernée par rapport à ce partage d'informations. Donc, le fournisseur a tout intérêt à prévoir dans ses contrats de distribution un volet RGPD qui contractualise notamment le partage de fichiers clients et prévoir dans le chef de son distributeur, d'une part, l'obligation de respecter les règles en matière de protection des données et d'autre part, l'obligation d'informer ses clients et prospects du partage des informations reprises dans le fichier client avec le fournisseur. Alors, ces solutions s'appliquent aux fichiers clients, mais aussi à toutes les données à caractère personnel qui sont traitées. Parce qu'ici, on a pris l'exemple du fichier client, mais le raisonnement est le même. Alors, en prévoyant ces deux obligations contractuellement, eh bien, ça va permettre le partage des fichiers clients des distributeurs vers le fournisseur et ça va garantir surtout au fournisseur que les informations qui lui parviennent sont légalement traitées et qu'il ne se retrouvera pas responsable ou co-responsable d'une violation des règles en matière de protection des données. Alors, la solution, finalement, aux deux problématiques qu'on vient d'aborder, c'est-à-dire le partage de la propriété intellectuelle et le partage des données à caractère personnel, c'est donc encadrer, anticiper, contractualiser. Mais attention, de manière assez paradoxale, si vous attendez le contrat de distribution en tant que tel pour prévoir ces règles, eh bien, il sera trop tard, malheureusement. Pourquoi ? Eh bien, parce que les contrats qui portent sur des accords de partenariat commercial sont soumis à une obligation d'information précontractuelle particulière. Alors, ces règles-là sont prévues pour ceux qui veulent la référence légale dans le Code de droit économique, c'est le livre 10 et ce sont les articles 26 à 34.
Alors, le but du législateur, en imposant cette obligation d'information précontractuelle particulière, c'est d'encourager, de favoriser les partenariats commerciaux. L'idée, c'est en fait de garantir aux partenaires une information suffisamment complète et qui intervienne suffisamment tôt dans le processus de négociation pour qu'ils puissent mieux évaluer la portée de leurs engagements et prendre leur décision de conclure ou pas cet accord de partenariat commercial en meilleure connaissance de cause. Alors, que contient cette obligation d'information précontractuelle? Eh bien, il faut donc qu'un mois, au moins un mois avant la conclusion du contrat, le candidat partenaire doit recevoir des documents nécessaires et utiles lui permettant de se forger un avis clair de ce qu'il va signer, potentiellement signer. Donc, il faut bien respecter ce délai d'un mois, c'est un minimum. Si ce délai d'un mois n'est pas respecté, nous y viendrons, il y a des sanctions qui sont prévues, donc bien faire attention au délai. Alors, il faut communiquer au candidat partenaire, finalement, deux choses. Un projet de l'accord commercial qui sera proposé et un document d'information précontractuelle qui comprend deux parties. On va avoir un premier volet qui va reprendre les dispositions contractuelles importantes et un deuxième volet qui contient une série de données socio-économiques. Alors évidemment, ici c'est notre fournisseur Isoliu qui va devoir fournir ces informations finalement à ces grossistes, mais le principe de bonne foi impose évidemment que ces grossistes, donc les candidats partenaires, lui transmettent aussi les informations qui sont pertinentes et correctes que Isoliu va pouvoir leur demander. Ce n'est pas uniquement Isoliu qui doit être clair et fournir des informations à son partenaire, le candidat partenaire doit aussi donner les informations pour que Isoliu puisse aussi choisir son bon partenaire commercial. Alors, ces documents d'information doivent être transmis par écrit ou sur un support durable et accessible. Un support durable et accessible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les informations peuvent être fournies de manière électronique, il n'y a pas de difficulté avec ça, mais attention, dans ce cas, il faut s'assurer que l'autre partie est bien en mesure d'y accéder. Donc, soit on va transmettre un PDF par email, soit on va permettre de consulter ces informations via un lien de téléchargement ou un lien de consultation, mais il faut vraiment s'assurer que cette mise à disposition est effective. Elle ne peut pas être juste hypothétique, elle doit être effective. Ensuite, les informations qui sont fournies doivent être rédigées de manière claire et compréhensible, comme de l'eau de roche. Et en cas de difficulté, attention, elles seront interprétées en faveur du candidat partenaire. Alors, pendant le délai d'un mois, donc pendant le délai d'un mois qui précède finalement la conclusion de l'accord commercial, la situation est gelée. Aucune obligation ne peut être prise, aucune rémunération ne peut être fournie ni demandée, aucune somme, aucune caution non plus. Et enfin, les informations qui sont échangées pendant cette phase d'information précontractuelle sont soumises à une obligation de confidentialité et ne peuvent pas être utilisées ni directement ni indirectement en dehors de l'accord de partenariat commercial à conclure. Je vous disais, attention, il existe des sanctions si ces règles ne sont pas respectées et ces sanctions sont vraiment lourdes de conséquences pour le fournisseur. En effet, vous voyez dans ce petit tableau que selon le manquement qui est reproché au fournisseur, enfin, celui qui donne les informations, eh bien, le partenaire, le candidat partenaire va pouvoir, selon les cas, soit mettre fin vraiment au contrat de manière anticipée, soit faire invalider l'une ou l'autre clause contractuelle qui l'ennuierait. Alors, qui l'ennuierait, ça pourrait être, par exemple, une clause de non-concurrence, ce qui peut être assez problématique et plutôt dommageable pour notre fournisseur. Donc, vous voyez que si le projet de contrat n'a pas été fourni ou que le document d'information précontractuelle n'a pas été fourni au moins un mois avant la signature, le contrat peut être déclaré nul dans les 2 ans de la conclusion.
Si le document d'information précontractuelle ne décrit pas les dispositions contractuelles les plus importantes, on peut demander la nullité de certaines clauses. Et si l'information est incomplète ou inexistante, eh bien, le candidat sur base de ces mauvaises informations est induit en erreur, eh bien, il pourra demander la nullité, soit de certaines clauses, soit de tout le contrat. Alors, ici, vous voyez, je vous ai mis la disposition légale et j'ai souligné en vert le point B, donc c'est parmi les informations, les dispositions contractuelles importantes qui doivent être prévues dans le contrat et dans l'accord de partenariat commercial. Vous voyez qu'il y a les obligations. Les obligations, ici, c'est là pardon, que vont être prises les règles, le respect des règles du RGPD. Pour moi, c'est une question c'est une obligation principale du contrat. Et donc, s'il n'est pas fait état des règles qui sont imposées aux distributeurs par rapport au respect du RGPD, eh bien, on pourrait ne pas respecter finalement cette obligation d'information précontractuelle et donc commettre une faute. Pour la propriété intellectuelle, elle est bien reprise de manière vraiment très claire ici. C'est donc dans les informations qui doivent être données pour permettre aux partenaires commerciaux d'apprécier correctement la chose, eh bien, on a vraiment de manière très claire les droits de propriété intellectuelle et la manière dont c'est prévu. Donc, il faut anticiper, il faut contractualiser la manière dont vous allez partager votre propriété intellectuelle et les données à caractère personnel dans le cadre de votre distribution, mais n'attendez pas que ce soit, n'attendez pas le contrat de distribution commerciale en tant que tel. Il faut que ces informations et la manière dont tout ça va être aménagé soient déjà prévues un mois avant la signature de ce contrat, puisqu'elles doivent faire partie impérativement de l'information précontractuelle. Voilà pour moi. Je peux rendre la parole à Normand qui va voir avec vous quelles sont les clauses abusives B2B à éviter dans un contrat de distribution. Eh bien, merci beaucoup. Je vais à mon tour essayer de revenir sur ma présentation que vous devriez voir à l'écran. Donc, les nouvelles clauses abusives B2B. Le législateur, en avril 2019, a adopté une loi qui est une loi très importante. C'était un autre monde en avril 2019. Il n'y avait pas le Covid, le printemps arrivait, nous pouvions aller boire un verre en terrasse. Charles Michel était encore premier ministre du gouvernement fédéral démissionnaire. Une autre époque, cette loi avait été adaptée de manière assez discrète à toute vitesse par le Parlement et sa mise en œuvre devait intervenir de manière progressive, tant et si bien qu'un train en chassant un autre, on a un petit peu tendance à oublier cette loi qui comportait 3 volets. Un volet concernant l'introduction d'une interdiction de pratiques de marché déloyal pour pratiques trompeuses ou agressives. C'est vraiment du copier-coller avec ce qui existe en matière de protection du consommateur. Sont interdites les pratiques commerciales, qui ont pour effet d'induire un autre entrepreneur à conclure un contrat alors même que cette pratique était trompeuse ou agressive. La loi d'avril 2019 interdit aussi les abus de dépendance économique. C'est une nouvelle infraction au droit de la concurrence. Une entreprise est en dépendance économique vis-à-vis d'une autre. L'entreprise forte a une obligation, a une responsabilité accrue. Elle ne peut pas abuser de sa dépendance économique. Une nouvelle infraction en droit de la concurrence, sanctionnée par des amendes. C'est très important, c'est très incertain, mais ce n'est pas l'objet de notre présentation aujourd'hui. C'était juste un rappel. Attention, il y a cette interdiction d'abus des dépendances économiques. Et puis, l'objet de cette section de notre IR-Legal, l'interdiction des clauses abusives dans les relations B2B, chapitre de la loi qui rentre en vigueur le 1er décembre 2020, soit dans 4 jours. Il est temps de faire un rappel. Alors, cette loi a été adoptée au pas de charge, je vous le disais. Elle a été adoptée au pas de charge et malheureusement, on est laissé dans une grande incertitude. L'insécurité juridique est très élevée. Il n'y a pas eu d'avis du Conseil d'État. La rédaction de la loi est donc, sans doute, en conséquence, fort maladroite.
Les travaux parlementaires sont incomplets ou contradictoires selon leur version en français ou en flamand. Et les parlementaires régulièrement se sont même cachés derrière le juge en disant il appartiendra à la jurisprudence de définir ce que nous avons voulu dire. Ce qui est toujours très agréable pour tous les juristes qui ensuite doivent mettre en œuvre la loi, pas simplement les juges. Nonobstant, il faut sans doute revenir d'abord, dire un mot d'abord, sur les objectifs du législateur. L'objectif du législateur est d'essayer de remettre un peu d'équité dans les rapports contractuels entre professionnels. L'objectif est de prévenir les abus découlant de rapports de force inégaux entre entreprises. Maintenant, le rapport de force inégal entre entreprises n'est pas forcément un rapport de force petite contre grande entreprise. Ce n'est pas nécessairement la PME qui va être considérée comme étant dans un rapport de force inégal vis-à-vis d'une grande entreprise. Il faut voir à chaque fois, nous dit le législateur, quelle entreprise est en position de force, quelle entreprise est en position de faiblesse, au cas par cas. Et par exemple, si nous reprenons notre exemple fil rouge avec la société Isoliu, on peut imaginer que la société Isoliu, au regard de la structure pyramidale de distribution qu'elle essaye de mettre en place, est l'entreprise qui a le plus de pouvoir de négociation, et c'est peut-être vrai si effectivement son produit est un must-have, si il est nécessaire finalement de se fournir chez Isoliu pour avoir une chance sur le marché de la vente de matériaux de construction, mais pas forcément. Peut-être qu'Isoliu est une petite PME qui a lancé un nouveau brevet, qui a mis au point une nouvelle invention brevetée, et puis qu'elle a mis au point sa chaîne de production récemment, qu'elle est exsangue de tous ses investissements et qu'elle doit absolument faire des contrats, absolument trouver des partenaires. Et dans ce cas, elle ne sera pas forcément en position de force au moment de signer le contrat. Ou encore, autre exemple, si jamais son partenaire grossiste national est un partenaire grossiste national très bien établi, qui est en fait le grossiste national en matière de distribution de matériaux de construction, et éventuellement, même si Isoliu a un grand pouvoir de négociation, eh bien, elle va se trouver face à une entreprise qui a un même pouvoir de négociation, et donc il ne va pas vraiment y avoir un rapport de force inégal dans la négociation du contrat, donc il faut voir. Ça, c'est pour le principe qui gère la philosophie, qui encadre la philosophie de la loi. Alors, pour ce qui est du champ d'application de la loi proprement parlé, la loi s'applique au rapport B2B, à savoir au rapport entre entreprises. Qu'est-ce qu'on appelle une entreprise? C'est très classique, c'est la définition classique du Code de droit économique. Toute entité qui poursuit un but économique. Il faut comprendre par là toute entité qui exerce une activité rémunérée sur le marché, c'est-à-dire une vente contre rémunération. C'est la question du qui pro quo. Est-ce qu'il y a une vente contre rémunération? Vente de services, vente de produits. En ce compris, bien sûr, les professions libérales, mais aussi en ce compris les personnes morales de droit public, lorsqu'elles fournissent un bien ou lorsqu'elles sont destinataires d'un bien contre rémunération, quand elles achètent un bien. Dans ce cas, la loi peut trouver à s'appliquer pour protéger la personne morale, ou éventuellement pour protéger le partenaire de la personne morale de droit public. Le champ d'application matériel s'applique aussi au contrat. Il faut préciser que ça s'applique au contrat, et que la loi ne fait aucune différence selon la nature du contrat, donc notamment la loi trouve à s'appliquer aussi au statut d'une société, et aussi aux actes juridiques collectifs, tels qu'un plan de réorganisation judiciaire, ou la résolution adoptée par l'organe d'une société. Donc un champ d'application très large, très largement défini, très généralement défini en termes très abstraits. Par contre, certaines activités sont exclues. Je précise ceci parce que je sais que ce matin, nous avons parmi nous des courtiers. Les services financiers ne sont pas concernés par cette loi. Et on définit comme service financier tout service ayant trait à la banque, au crédit ou au paiement, à l'assurance ou aux retraites. Pourquoi? D'après le législateur, parce que ce sont des secteurs complexes et que dès lors, cette loi générale ne trouverait pas à s'y appliquer de manière adéquate, mais le roi, par arrêté royal, pourrait, à l'occasion, dans le futur, définir certaines dispositions comme étant applicables aussi aux services financiers. Attention toutefois, c'est bien les services financiers qui sont
concernés par cette exclusion et non pas les personnes, c'est-à-dire que les banques et les assureurs restent soumis à la loi hors services financiers. Donc si par exemple la banque achète un terrain ou achète de la laine de verre, ici, elle pourra éventuellement se prévaloir de l'application de la loi. Deuxième précision, pour ce qui est des pouvoirs publics, puisque je sais qu'il y a aussi des représentations de l'administration qui nous écoutent ce matin, les marchés publics et les contrats qui en découlent ne sont pas régis par cette nouvelle loi sur les clauses abusives B2B, avec une précision dans les travaux préparatoires, ne sont pas non plus concernés par cette loi les contrats de l'adjudicataire avec ses sous-traitants, donc celui qui remporte le marché et ses sous-traitants, dans leurs relations contractuelles, ne sont pas soumis à la loi. Après, la doctrine se pose la question de savoir si les sous-traitants du sous-traitant seraient eux-mêmes exclus de la loi. La question reste ouverte. Vraisemblablement, oui, ce serait logique qu'il y ait comme ça une colonne d'exclusion, mais la question n'est pas expressément réglée. Et là aussi, éventuellement, le législateur, ou plutôt, excusez-moi, le gouvernement pourra modifier le champ d'application pour réintroduire les marchés publics dans les contrats de marché public dans le champ d'application de cette loi relative aux clauses abusives B2B. Alors, cette loi, comme je vous le disais, est applicable à partir du 1er décembre 2020 pour tous les contrats qui sont conclus, renouvelés ou modifiés à partir de cette date. C'est-à-dire que il faut faire attention à l'avenir. Les contrats qui sont déjà en vigueur ne seront pas modifiés par cette loi, ne peuvent pas être sanctionnés par cette loi tant qu'ils ne sont pas modifiés, tant qu'ils ne sont pas renouvelés. Il y a donc peut-être toutes les fois où vous ne voulez pas vous exposer à l'insécurité juridique que définit cette nouvelle loi, il y a peut-être un intérêt à conserver vos vieux contrats. S'ils sont à durée indéterminée, peut-être continuer à laisser courir tant que nous n'avons pas plus de précisions fournies par la jurisprudence. Alors, clause abusive B2B, de quoi parle-t-on exactement? La loi fournit une définition générale, que voici, et quelques exemples que nous aborderons, mais je voudrais d'abord dire un mot sur le principe général, sur la définition générale. C'est finalement le plus important, je crois, tant les illustrations sont insatisfaisantes. Donc la définition, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'une clause abusive B2B une clause abusive dans un contrat B2B? Il s'agirait de toute clause d'un contrat conclu entre entreprises qui crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties. Un déséquilibre manifeste par rapport donc à un équilibre de base. Il faudrait donc sans doute considérer qu'il y a déséquilibre manifeste quand il y a une différence par rapport au droit national supplétif, à la règle de base, à la norme dans les circonstances considérées. Quel serait l'équilibre naturel, celui auquel on aurait pu s'attendre, et y a-t-il une distance par rapport à cet équilibre? Si cette distance est en fait manifeste, dans ce cas, on peut sans doute considérer que la clause est abusive. Toutefois, il faut prendre en considération, nous allons le voir dans un instant, toutes les circonstances de la cause. Et donc, si cette distance existe pour chacune des parties, si finalement la dérogation existe dans le chef de chacune des parties, sans doute que cette dérogation réciproque, ces dérogations réciproques n'induisent pas un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties. Donc il faut regarder le sort des deux partenaires au contrat. La loi définit un certain nombre de critères auxquels il faudrait avoir égard, mais elle définit un certain nombre de critères alors même qu'elle indique que toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat sont importantes. Donc, au fait, toutes les circonstances sont importantes. Notamment, je vais dire un mot de ces différents points, mais notamment, signalons déjà que la nature des produits qui font l'objet du contrat est importante, l'économie générale du contrat, les usages commerciaux, l'ensemble de l'économie du contrat, les autres clauses du contrat, la clarté de rédaction et le contexte législatif et réglementaire. Il faut avoir égard donc à tout. Mais il faut avoir à tout à la date de la conclusion du contrat. Car encore une fois, ce déséquilibre manifeste qui doit
exister entre les obligations des deux parties pour qu'il y ait un caractère abusif à la clause doit finalement être la traduction de l'inégalité du rapport de force. C'est parce que vous avez un rapport de force inégal lors de la négociation du contrat que vous avez au final une clause qui peut être considérée comme étant abusive. Il faut donc regarder le rapport de force, et ici, on regarde le rapport de force économique, juridique, technique et la connaissance éventuellement même factuelle des circonstances qui entourent la conclusion du contrat. Donc il faut tout regarder, et est-ce qu'une des deux parties avait la possibilité d'imposer à l'autre, du fait de sa situation, des obligations qui sont manifestement déséquilibrées. Et encore une fois, on regarde à la date de la conclusion du contrat, pas ultérieurement. Si finalement une partie devient plus forte que l'autre ultérieurement, c'est une autre question. C'est au moment de la négociation du contrat. La loi définit que la nature des produits qui font l'objet du contrat est importante. Quelques exemples. Ceci induit que la clause peut être acceptable pour certains produits, mais pas pour d'autres. Par exemple, une clause qui porte sur l'adaptation du prix dans le contrat, au fur et à mesure de l'exécution du contrat, peut être acceptable lorsque on est confronté à un contrat d'entreprise complexe. Créer la prochaine centrale nucléaire, on peut éventuellement imaginer qu'au fur et à mesure de la construction et des difficultés qu'on rencontre, le prix qui sera payé au constructeur évoluera. C'est acceptable. Par contre, dans l'exemple qui nous concerne, avec Isolio, notre exemple fil rouge, on est confronté à un cas de distribution simple. Il n'y a peut-être pas nécessité d'introduire une clause d'adaptation du prix qui se ferait à la volonté d'Isolio. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose que les parties pouvaient anticiper, et donc cette clause d'adaptation a posteriori, alors même que le distributeur a déjà fait tous ses efforts d'investissement et qu'il est captif de sa relation, serait sans doute abusive. Et puis, il faut sans doute aussi regarder, en fonction de la nature des produits, les attentes raisonnables du marché pour ce type de produit. Par exemple, si les règles de l'art, les standards industriels du marché considèrent que le taux de coefficient thermique d'isolation de la laine de verre doit être de 4, mais qu'on admet qu'il puisse baisser de 2/10 de point en situation d'extrême humidité, alors il n'est pas abusif pour Isolio d'introduire qu'elle ne garantit plus le standard d'isolation en situation d'extrême humidité, parce que c'est la nature du produit qui commande ce genre de choses. Et puis, vous avez donc toutes les circonstances du marché, l'économie du contrat, les usages, c'est un petit peu ce que j'évoquais plus tôt, les autres clauses, le contexte législatif. Il faut avoir égard donc aux standards habituels, à la réciprocité éventuelle des clauses. Les clauses sont-elles répandues dans la pratique? Par exemple, une clause d'arbitrage, s'il est habituel pour un contrat international de ce type d'avoir une clause d'arbitrage, on ne va pas considérer que la clause d'arbitrage va empêcher l'accès à la justice par le distributeur. Il faut regarder l'ensemble des circonstances, et notamment, est-ce qu'il n'y aurait pas un effet cumulatif du fait d'un effet millefeuille dans le contrat. Si, par exemple, il y a une limitation de la responsabilité dans le contrat, cette limitation de responsabilité ne va peut-être pas forcer problème, mais si en plus elle va avec une imposition de conditions de forme, par exemple pour contester la responsabilité, il faut nécessairement que vous le fassiez par un courrier recommandé, et il faut que vous le fassiez par courrier recommandé dans un certain délai, et puis il y a un plafond de responsabilité quant à un certain montant, peut-être que cette accumulation va finalement devenir abusive. Un dernier mot sur les principes généraux qui s'appliquent pour apprécier le caractère abusif ou non de la clause B2B. Il n'y a pas de contrôle de par la loi sur l'objet principal du contrat. C'est un petit peu surprenant, mais il n'y a pas de contrôle sur l'adéquation entre le prix et la prestation. Pourquoi? Parce que là, nous dit le législateur, il n'y a pas de barème, il n'y a pas de standard. L'adéquation entre une prestation et le prix est déterminée par le marché. C'est le marché qui fixe le prix. Et comme il n'y a pas d'usage possible quant à savoir quel est le prix à accorder au produit, il n'y a pas de contrôle par le juge.
avec une exception toutefois, si la formule tarifaire est complexe, dans ce cas, le juge peut réintervenir et considérer que la formule tarifaire était incompréhensible, et comme elle était incompréhensible, elle est abusive. Alors évidemment, cette exclusion de contrôle est significative et elle pose bien des difficultés. Par exemple, que se passe-t-il dans le contrat si il y a une indication dans le contrat d'un quiproquo, c'est-à-dire qu'une partie accepte une limitation de la responsabilité de son partenaire, mais en même temps, en échange, il y a une baisse de prix. Est-ce que tout d'un coup, cette limitation de la responsabilité est à son tour non contrôlable, ou bien est-ce que le prix devient lui aussi contrôlable? Donc, il faudra voir exactement comment la jurisprudence s'en sort, toutes les fois où les parties ont indiqué clairement dans le contrat qu'il y avait un quiproquo. La sanction, de quoi parle-t-on? On parle d'une sanction qui tient à la nullité de la clause. En principe, il faut considérer que la clause abusive est nulle, et donc il faut la voir comme étant non écrite. Maintenant, est-ce que cette clause entraîne l'annulation de l'intégralité du contrat ou pas? Ça, a priori, il n'y a pas d'annulation de l'intégralité du contrat puisque, comme on vient de le dire, le cœur du contrat n'est pas concerné. L'objet principal du contrat ne peut pas être frappé par la loi. Mais, deuxième question, est-ce que la clause peut être réduite à une portion raisonnable ou bien est-ce qu'elle doit nécessairement disparaître pour le tout? Ça, c'est la jurisprudence de la Cour de cassation qui nous répond. Il faut voir s'il y a une clause de modération dans le contrat. Est-ce que les parties ont prévu que si une clause était nulle, elle devait être remplacée par son équivalent directement légal? S'il y a une clause de modération, le juge pourra réécrire la clause dans la mesure du raisonnable. Si cette clause de modération n'existe pas, dans ce cas, c'est en principe toute la clause qui doit disparaître avec effet rétroactif. Un dernier mot, juste pour le principe, juste pour que vous soyez au courant de la chose. Le législateur a prévu un système de double liste de clauses, avec des listes noires qui sont présumées de manière irréfragable comme étant abusives, et avec des listes grises qui sont présumées comme étant abusives jusqu'à preuve du contraire. Ces listes, elles sont disponibles dans la loi. Je vous y renvoie, nous n'avons pas le temps d'en faire le tour ce matin. Elles ne sont pas aussi satisfaisantes qu'on pourrait le croire. En fait, c'est un rappel pour bonne partie des principes qui existent déjà dans le droit civil. C'est l'interdiction des clauses purement potestatives. C'est l'interdiction pour une partie de se défaire de toute sa responsabilité. Ce genre de choses, des cas vraiment excessifs qui, en fait, étaient déjà pour bonne partie interdits par le Code civil. Ce qui importe, c'est surtout, à mon sens, d'avoir intégré les principes qui permettent de déterminer ce qui était une clause abusive, les principes d'analyse qu'il faudra que chacun applique lors de la relecture de ses contrats. Quel peut être notre conseil pratique dans ces circonstances face à autant d'insécurité juridique? Sans doute d'être raisonnable. Sans doute qu'à l'avenir, lorsque les contrats seront réécrits, revus, il faut que les rédacteurs n'abusent pas de leur position de force lorsqu'ils en ont une, et si on s'écarte du standard de référence, sans doute prévoir une réciprocité dans les clauses pour éviter toute difficulté. Sans doute aussi, conseil pratique, archiver les négociations qui ont lieu entre les parties pour éviter qu'il n'y ait a posteriori des allégations du fait que la partie en face était la partie forte. Non, 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 non. On a négocié pied à pied. Regardez, nous avons tous les emails d'échange sur le sujet. Et finalement, cette clause que vous prétendez aujourd'hui être abusive, nous l'avons obtenue uniquement en contrepartie d'une autre modification du contrat. Archiver les échanges qui sont faits entre parties au stade de la négociation du contrat est sans doute très pertinent pour ultérieurement pouvoir déminer une situation de clause abusive, pouvoir démontrer qu'il n'y avait pas de déséquilibre manifeste dans le pouvoir de négociation des parties et pour pouvoir échapper à la loi ou, en sens inverse, pouvoir bénéficier de la protection de la loi. C'est tout ce que je voulais dire pour ce matin. Et pour la prochaine question, je passe donc la parole à Pauline. Voilà, donc
Nous en arrivons donc à notre dernière question qui consiste à se demander comment bien distribuer en ligne ou via une plateforme. Alors via cette question, on va aborder précisément 2 sous-questions. Donc tout d'abord la conclusion d'un contrat en ligne et l'hypothèse de la responsabilité du prestataire donc, qui met en vente des biens ou des services via ce site d'e-commerce. Alors notre fil conducteur est toujours le même. Donc notre société Isol.you voit que sa laine isolante, révolutionnaire rencontre un succès franc et donc décide de la vendre via Internet. Et elle se dote donc d'un site e-commerce qui est non seulement destiné aux entreprises, mais également aux particuliers. Alors, dans cette hypothèse, Isol.you, elle est susceptible de devoir appliquer 2 corpus de règles, le livre 12 du Code de droit économique, mais également éventuellement le livre 6 du Code de droit économique. Alors, en ce qui concerne donc le premier livre, le livre 12, il a vocation à gérer les relations entre un prestataire de services de la société d'information et son destinataire. Ce livre, ce qui est intéressant donc, c'est qu'il s'applique non seulement aux relations B2B, mais également aux relations B2C. Petite particularité pour le premier type de relation, donc lorsque le contrat est conclu donc via un service de la société de l'information, donc via Internet, entre 2 entreprises, l'entreprise qui fournit ces biens ici, donc Isol.you, peut décider de prévoir une dérogation expresse aux règles du livre 12 dans ses conditions générales, ce qui lui permet donc de se libérer du respect donc des règles du livre 12 que l'on va donc voir tout de suite. Quant au livre 6, il s'applique donc à la conclusion d'un contrat à distance entre une entreprise et un consommateur. Ce qui est intéressant de retenir concernant ce livre, c'est l'objectif, c'est l'optique du législateur, à savoir protéger le consommateur qui se situe dans une situation de déséquilibre informationnel. Donc vous vous en doutez, et vous l'avez certainement déjà vécu en tant que consommateur vous-même, lorsque vous commandez un vêtement, par exemple, en ligne, vous ne savez pas l'essayer, vous ne savez pas exactement, vous ne connaissez pas exactement qui se situe derrière le site Internet. Et donc, pour essayer de pallier ces inconvénients, le législateur a introduit des règles protectrices donc, au sein du livre 6 du Code de droit économique. Alors, ces 2 corpus de règles, ils prévoient 2 types d'obligations. Tout d'abord, des obligations d'information préalable à la commande et ensuite des règles spécifiques liées à la conclusion du contrat. Alors, en ce qui concerne les obligations d'information préalable à la commande, je ne vais pas les reprendre une par une, étant donné qu'il y en a de nombreuses. Vous devez donc juste bien comprendre qu'à nouveau, donc, il y a des obligations d'informations qui sont imposées par le livre 6, d'autres qui sont imposées par le livre 12. En ce qui concerne les informations relatives à l'identité en tant que telle de l'entreprise, vous voyez qu'on est plus ou moins dans le même type d'informations, donc que l'on se situe dans l'un ou dans l'autre livre, ou même lorsque l'on doit respecter les 2 livres. Ensuite, concernant les informations sur le bien ou sur le service, vous pouvez constater donc, sur base du tableau que dans le livre 6, donc, on impose au prestataire, à l'entreprise, de fournir toute une série d'informations. Et la raison donc, de cette multitude d'informations qui sont imposées dans le livre 6 et qui ne le sont pas dans le livre 12, elle tient toujours de la ratio legis du livre 6, à savoir la protection du consommateur. Donc, vous voyez que le consommateur, il doit être informé des principales caractéristiques du bien ou du service, à nouveau pour essayer de pallier l'inconvénient du fait qu'il ne peut pas, par exemple, essayer le vêtement. Il doit également être informé de ses droits et notamment de son droit de rétractation sur lequel on reviendra tout de suite. Ensuite, dernier type d'informations, ce sont les informations liées au prix. À nouveau, petite particularité dans le livre 6, l'entreprise, elle doit veiller à permettre au consommateur de reconnaître expressément qu'il sait lorsqu'il que cela implique une obligation de paiement dans son chef. Ça, c'est une formalité qui doit être remplie lorsque vous proposez donc des biens ou des services via Internet à des consommateurs. Donc, le bouton par lequel le consommateur passe sa commande doit nécessairement faire figurer la mention, donc obligation de paiement, ou une mention aussi claire et qui est dénuée d'ambiguïté. Vous voyez également que dans le livre 12, on
pose des informations sur le mode de conclusion du contrat, mais donc c'est par exemple donc les étapes à suivre pour conclure le contrat. Bref, une façon de permettre toujours de pallier à l'inconvénient lié à la distance relative à la conclusion du contrat. Alors, vous dites, il y a énormément d'informations qui doivent être transmises, que le destinataire du service soit un consommateur ou non. Vous devez vraiment voir cette liste d'informations comme une checklist que, en tant qu'entreprise qui souhaite se doter d'un site e-commerce, doit respecter. Alors, il faut savoir que le législateur, surtout dans le cadre du livre 6, il facilite la démarche pour l'entreprise, étant donné qu'il met à la disposition des entreprises des informations standardisées. Par exemple, en ce qui concerne le droit de rétractation, le législateur dit si l'entreprise met telle clause, on considère qu'elle a respecté son obligation d'informer le consommateur concernant son droit de rétractation. Et finalement, en plus de toutes ces informations que l'entreprise doit donc fournir au destinataire consommateur ou non, il faut également que celle-ci veille, comme Nathalie vous l'a déjà indiqué, à informer le destinataire en tant que personne concernée des traitements qui sont effectués sur ces données à caractère personnel. Alors, en ce qui concerne les modalités de communication de ces informations, donc le livre 12 nous dit que les informations relatives à l'entreprise doivent figurer de manière, doivent être accessibles facilement, directement et de manière permanente sur le site. Donc, concrètement, le législateur, ce qu'il vise, c'est un lien, un permalien en bas de la page d'accueil du site Internet, mais également de toutes les pages du site e-commerce. Quant aux informations relatives à la commande, donc qui doivent être envoyées avant la passation de la commande, le livre 12 toujours nous dit que celles-ci doivent être transmises d'une manière qui permette aux destinataires de les conserver et de les reproduire, ce qui implique en pratique en fait l'envoi d'un format PDF. La jurisprudence a bien précisé que le fait que les conditions générales du prestataire de l'entreprise soient accessibles sur le site ne suffit pas pour respecter cette condition de l'article 12 du livre 12 du Code de droit économique. Donc, vous voyez ici que les modalités de transmission sont assez sévères. Et finalement, dernier point, donc, concernant toutes les informations que l'on a vues dans la première colonne de notre tableau, donc, qui sont prévues à l'article 6.45 du Code de droit économique, celles-ci doivent être fournies aux consommateurs d'une manière claire et compréhensible. Et ici, petit point spécifique, certaines informations qui ne sont pas transmises aux consommateurs pour certaines informations. Donc, le législateur prévoit des sanctions civiles spécifiques. Je pense notamment au droit de rétractation, donc sur lequel on va revenir, mais également à des frais supplémentaires si l'entreprise n'indique pas au consommateur qu'il est susceptible de devoir payer des frais supplémentaires. Ce dernier ne devra pas les payer. Et précision également importante, si l'entreprise ne fait pas figurer la petite mention dont je vous ai parlé tantôt, donc qui permet au consommateur de reconnaître expressément qu'il sait que lorsqu'il passe la commande, il est tenu par une obligation de paiement, le législateur considère que le consommateur, dans cette hypothèse-là, ne sera pas tenu par le contrat. Alors, en ce qui concerne justement ce fameux droit de rétractation, donc vous savez certainement, vous connaissez certainement sa portée. Donc, le consommateur a un délai de 14 jours, suivant, ça dépend, donc si on se trouve dans un contrat de prestation de service ou un contrat de vente. Donc, si on est dans un contrat de prestation de service, c'est suivant le jour de la conclusion du contrat. Contrat de vente, c'est suivant le jour de la réception du bien commandé. Donc, 14 jours pour exercer son droit de rétractation. Et si l'entreprise n'a pas informé le consommateur de cette existence du droit de rétractation, celui-ci sera prolongé pour une durée maximale de 12 mois. Donc, le point de départ, je viens de vous l'indiquer. Le consommateur, il doit manifester sa volonté d'exercer ce droit de rétractation dans le délai de 14 jours. Donc, peu importe que l'entreprise elle prenne connaissance de l'exercice de ce droit le 15e jour, c'est vraiment la volonté doit être manifestée dans le délai en question. Et ce qui est intéressant du point de vue de l'entreprise, c'est que le législateur lui permet de différer le remboursement de la commande jusqu'à la récupération des biens ou jusqu'au moment où le consommateur a prouvé qu'il a bien réexpédié les biens, ce qui permet à l'entreprise donc de pallier le risque de ne jamais recevoir les biens
qui ont fait l'objet du droit de rétractation. Dernière petite précision, il existe des exceptions donc, qui figurent à l'article 6.53 du Code de droit économique. C'est notamment lorsque le consommateur il a commandé un bien hautement personnalisé. Dans cette hypothèse-là, le législateur prive le consommateur de ce droit de rétractation. Alors, en ce qui concerne notre fil conducteur, donc vous l'avez compris, le site e-commerce de la société Isolview vise un public mixte, ce qui impose à Isolview donc de respecter non seulement le livre 12 du Code de droit économique, mais également le livre 6. Ce qui est intéressant concernant le livre 12 et donc les relations exclusivement B2B, c'est que Isolview peut se libérer du respect des clauses, des obligations d'information préalable prévues donc dans ce titre-là, si dans ces conditions générales, elle prévoit une dérogation expresse au livre 12 du Code de droit économique. Et donc, ça peut être intéressant dans l'hypothèse d'une entreprise, justement, pour éviter de devoir systématiquement transmettre les conditions générales sous format PDF à toute personne qui est susceptible de passer une commande via un site e-commerce. En ce qui concerne par contre les relations B2C, il s'agit donc de dispositions impératives. Donc, dans tous les cas, Isolview doit les respecter et elle devra donc particulièrement veiller à informer le consommateur de son droit de rétractation, à l'informer également des éventuels frais supplémentaires qui pourraient être à sa charge et finalement à prévoir ce bouton qui permet au consommateur de reconnaître expressément qu'il sait que lorsqu'il passe une commande, il est tenu par une obligation de paiement. En ce qui concerne donc la deuxième sous-question, donc la responsabilité éventuelle d'Isolview, on reprend notre fil conducteur et on l'adapte un peu. Donc ici, dans cette nouvelle hypothèse, c'est Henri donc, qui commande 10 kg de laine isolante via le site d'Isolview. Et lorsqu'il reçoit sa commande, il s'aperçoit finalement qu'il y a des petits trous dans la laine qui ont vraisemblablement été créés par des rongeurs. Donc on se pose la question de savoir à qui incombe la responsabilité donc, de ce dommage au bien livré. Donc, vous l'avez compris, dans cette hypothèse-là, Henri, il achète de la laine pour des fins privées, donc en dehors de son activité professionnelle. Il est donc qualifié de consommateur. Par hypothèse, on se trouve dans le champ d'application du livre 6 du Code de droit économique dont on vient de parler et qui, comme vous le savez, est relativement protecteur du consommateur. Précisément, l'article 6.44 du Code de droit économique prévoit que le risque de perte ou d'endommagement du bien livré est transféré au moment de la livraison, ce qui signifie concrètement que tant qu'Henri n'a pas pris possession de la laine, il n'est pas tenu du dommage qui lui serait occasionné. Et donc, en conséquence, c'est Isolview qui doit répondre des petits trous qui ont été formés dans la laine isolante. Et donc, soit au choix d'Henri, soit Isolview devra rembourser le montant de la transaction, soit elle devra renvoyer un stock de laine en parfait état. Par contre, si Henri est un gérant d'une société X plus V isolation et qui commande toujours ce stock de laine, mais cette fois-ci, c'est pour l'utiliser pour isoler une ancienne poste qui a été transformée en incubateur de start-up. Et dans cette hypothèse-là, en fait, on se rend compte que visiblement la laine qui a été donc transférée, par Isolview, elle a vraisemblablement été stockée dans un entrepôt humide. Quoi qu'il en soit, on se rend compte que son pouvoir d'isolation est proche, son pouvoir isolant est proche de 0. Dans cette hypothèse-là, est-ce que Isolview est tenu d'une quelconque responsabilité vis-à-vis de Henri? Donc, vous l'avez compris, Henri, en tant que gérant de sa société, donc il agit au nom et pour le compte de X plus V isolation, donc il est considéré comme une entreprise au sens du Code de droit économique, ce qui implique qu'on n'est pas dans le champ d'application protecteur du livre 6 et qu'au contraire, on se trouve donc dans le droit commun. Le droit commun, je n'ai pas l'occasion de revenir sur tous les mécanismes qui pourraient aider Henri à obtenir quelque chose de la part d'Isolview, mais vous savez qu'on a un régime lié au défaut de conformité du bien livré, donc qui est prévu à l'article 1604 du Code civil, et on a également le régime des produits défectueux qui pourrait éventuellement s'appliquer dans notre cas de figure et qui est d'ordre public, c'est important.
Alors, si les conditions donc, de ces différents régimes sont respectées, la responsabilité d'Isoliu donc, pourra, par hypothèse, être engagée. La question que l'on se pose donc maintenant est celle de savoir si Isoliu peut s'exonérer de sa responsabilité ou en tout cas la limiter. À nouveau, très brièvement, vous le savez, donc la doctrine et la jurisprudence ont dégagé des règles liées aux clauses exonératoires de responsabilité et aux clauses limitatives de responsabilité. En ce qui concerne les deux, donc la doctrine et la jurisprudence précisent que le prestataire doit éviter une formulation en termes généraux, qu'il doit plutôt privilégier justement une formulation en des termes clairs. Le prestataire ne peut pas s'exonérer de son propre dol, il ne peut pas non plus s'exonérer d'une obligation qui consiste en une des prestations principales du contrat, il ne peut pas non plus aller à l'encontre de l'ordre public. Vous voyez qu'il y a toute une série de balises qui ont été donc, établies par la doctrine et la jurisprudence, et par ailleurs, pour que ces clauses, donc, par hypothèse limitative ou exonératoire de responsabilité, puissent être opposées à une autre entreprise, donc ici à Henri, enfin à la société d'Henri, il faut qu'elle soit entrée dans le champ contractuel. Dans notre hypothèse, si on fait un bref récapitulatif de ce que je viens de vous dire, donc vous l'avez compris, dans les relations B2C, Isoliu n'a pas grand-chose à faire si ce n'est renvoyer un stock de laine en bon état ou rembourser le montant de la commande. Par contre, dans les relations B2B, Isoliu a un peu plus de marge de manœuvre. Elle pourra prévoir d'insérer dans ces conditions générales qui seront entrées dans le champ contractuel, en tout cas elle devra y veiller, une clause comme celle que j'ai mise sur le slide. Donc l'exemple, c'est dans le cas où la responsabilité d'Isoliu pourrait être retenue par suite de la non-exécution ou de la mauvaise exécution du présent contrat, ou pour toute autre cause, la totalité des indemnités ne pourra dépasser le montant de la commande. Donc ici, ce serait intéressant pour Isoliu, étant donné qu'elle ne devrait pas être tenue de rembourser les travaux supplémentaires que va impliquer le remplacement de la laine défectueuse au sein de l'incubateur de start-up. Le problème, c'est que cette clause, elle sera déclarée nulle si elle est contraire à une loi d'ordre public. Or, la loi relative aux produits défectueux est d'ordre public. Donc, en fonction des circonstances de l'espèce, il faudra toujours se poser la question de savoir si la clause qui est insérée dans les conditions générales du prestataire donc, respecte toutes les conditions que l'on a vues plus tôt. Voici pour la présentation pour notre IR légal.